Bienvenue à tous. La recherche d'hélium-3 et de terres rares sur la Lune est l'une des entreprises les plus ambitieuses de la science et de l'ingénierie moderne. De nombreuses agences spatiales et entreprises privées commencent à esquisser des étapes pratiques pour identifier, extraire et transporter ces matériaux vers la Terre ou les utiliser directement à la surface lunaire. Dans cette vidéo, nous examinerons les méthodes en développement, les entreprises pionnières et les défis techniques à relever. Abonnez-vous dès maintenant. Le premier objectif est l'hélium-3, un isotope léger de l'hélium qui est rare sur Terre, mais présent dans le sol lunaire à des niveaux mesurables. Sur Terre, l'atmosphère bloque la plupart des implantations du vent solaire, de sorte que l'hélium-3 ne s'accumule pas. La Lune ne dispose pas de cette protection, ce qui permet aux particules solaires d'incruster l'hélium-3 dans les grains de régolithe. Les échantillons d'Apollo ont indiqué des niveaux d'environ 20 parties par milliard. Cela semble peu, mais sur de grands volumes de régolithe, cela devient une ressource potentielle significative, qui mérite une prospection minutieuse pour la recherche énergétique future. L'extraction de l'hélium-3 commence par le chauffage du régolithe pour libérer les substances volatiles. Des chercheurs de l'université du Wisconsin à Madison ont testé le chauffage de simulants à près de 600 degrés Celsius et mesuré le dégagement de gaz. L'Agence spatiale européenne a mené des expériences similaires en utilisant la lumière solaire concentrée pour alimenter des fours atteignant la température requise. Les gaz libérés du régolithe chaud sont acheminés à travers des pièges froids et des compresseurs. Ils sont ensuite traités par séparation cryogénique, car l'hélium-3 et l'hélium-4 ont des pressions de vapeur légèrement différentes à très basse température. Cette différence permet d'enrichir l'isotope plus léger pour le stockage. L'environnement lunaire offre des avantages pour le stockage cryogénique par rapport à la Terre. Les cratères en permanence à l'ombre, près des pôles, restent en dessous de moins 150 à moins 200 degrés Celsius. Ces zones sont plus froides que les congélateurs terrestres et peuvent stabiliser les matériaux volatiles avec un minimum d'évaporation. Les réservoirs dans de telles régions pourraient retenir l'hélium ou l'hydrogène avec une consommation d'énergie plus faible. En revanche, les sites équatoriaux et de moyenne latitude varient d'un froid extrême à une chaleur élevée, ce qui nécessite des réservoirs isolés et un refroidissement actif. Cela signifie que le choix du site influence directement la conception et la fiabilité des installations de stockage. Les conceptions de fusion nous aident à comprendre pourquoi l'hélium-3 est si important. Les tokamaks et les stellarators dépendent généralement du deutérium et du tritium, et ceux-ci produisent des neutrons à haute énergie qui endommagent les parois du réacteur au fil du temps. Mais une réaction de deutérium et d'hélium-3 vous donne principalement des particules chargées et beaucoup moins de neutrons. Cela signifie que vous avez besoin de moins de blindage, et cela pourrait grandement faciliter les défis liés aux matériaux. Des entreprises comme General Fusion et Commonwealth Fusion Systems se concentrent sur les cycles de deutérium et de tritium pour l'instant. Mais elles considèrent l'hélium-3 comme une option à plus long terme si nous parvenons à résoudre le problème de l'approvisionnement. Comprendre comment extraire et stocker l'hélium-3 aujourd'hui nous prépare pour l'avenir, lorsque les concepts de réacteurs à fusion mûriront. Les éléments de terre rares sont également importants. Le néodyme, le praséodyme, l'europium et le dysprosium sont essentiels pour les aimants permanents, les moteurs, les turbines et l'électronique avancée. Les échantillons d'Apollo, ainsi que les relevés orbitaux publiés par la NASA, montrent qu'il y a des traces d'oxyde de terre rares dans les régions de la mare et les hautes terres de la Lune. Les concentrations ne sont pas aussi élevées que les gisements les plus riches sur Terre, mais la géologie stable de la Lune, sans végétation ni altération, simplifie grandement la cartographie. Il y a un grand intérêt stratégique ici, car les terres rares soutiennent les équipements essentiels de l'énergie et de l'informatique, et s'approvisionner sur la Lune pourrait aider à compléter, voire à protéger, les chaînes d'approvisionnement des industries qui dépendent de ces éléments. Le traitement des terres rares à partir du régolithe lunaire commence par l'excavation et le concassage. Des excavatrices robotisées, basées sur les concepts de la NASA, achemineraient le sol vers des trémies de traitement. Ensuite, des concasseurs travaillent à créer une taille de particules uniforme. Après cela, la séparation magnétique est utilisée pour concentrer les fractions riches en ilménite où les terres rares pourraient être présentes.
La lixiviation chimique vient ensuite en utilisant des acides ou des liquides ioniques. Les premières opérations pourraient nécessiter l'apport de réactifs depuis la Terre, mais les futures usines pourraient finir par fabriquer des produits chimiques simples directement sur la Lune. Chaque étape est configurée pour alimenter régulièrement la suivante afin d'assurer un fonctionnement continu et, espérons-le, un temps d'arrêt minimal une fois que tout est intégré dans des lignes de traitement automatisées à la surface lunaire. Les entreprises privées se préparent à tester ces étapes cruciales. Au Japon, eSpace travaille d'arrache-pied au développement d'excavateurs et de systèmes de transport pour ses premières missions. Pendant ce temps, aux États-Unis, Astrobotic est occupé par des contrats de la NASA se concentrant sur les lignes de charge utiles pour les spectromètres, les foreuses et les manipulateurs d'échantillons. Ces instruments peuvent cartographier les signatures élémentaires et fournir des données de terrain pour valider les données orbitales. Les calendriers de missions annoncés par ces entreprises incluent des vols jusqu'en 2026, visant à étudier les sols porteurs de glace et les basaltes riches en minéraux. Les données de ces missions éclairent également le ciblage des terres rares, car les mêmes instruments détectent de multiples signatures chimiques utiles. L'Agence spatiale européenne fait progresser l'utilisation des ressources in situ grâce à l'électrolyse du régolithe en fusion. La lumière concentrée du Soleil est utilisée pour faire fondre le sol dans un récipient, puis un courant électrique sépare l'oxygène des métaux. Ce processus produit non seulement de l'oxygène pour le maintien de la vie ou le carburant, mais laisse également derrière lui des scories métalliques. L'analyse de ces scories révèle du fer, du titane et de l'aluminium avec des traces d'éléments. Ces résidus peuvent être refondus ou envoyés à des lignes de séparation chimique pour concentrer les terres rares. La beauté de cette méthode est qu'elle évite de grands volumes de chimie à base d'eau et utilise la lumière du soleil comme principale source de chaleur, réduisant ainsi la masse d'équipements électriques importés pour ces opérations initiales. Le programme Artemis de la NASA utilise le cadre du Commercial Lunar Payload Services pour financer la prospection et les démonstrations technologiques. Des instruments, y compris des spectromètres à neutrons, sont utilisés pour détecter l'hydrogène, tandis que des foreuses recueillent des échantillons et que des spectromètres de masse analysent les substances volatiles. Le rover d'exploration polaire pour l'investigation des substances volatiles, ou VIPER, est destiné à cartographier la région du pôle Sud. Son objectif principal est la glace d'eau, mais son forage et son échantillonnage constituent un modèle pour les futures charges utiles qui examineront la teneur en minéraux. Cette intégration d'instruments démontre comment les missions d'exploration créent des voies directes vers l'identification des ressources et le placement éventuel d'usines pilotes. La production industrielle d'hélium-3 nécessite une séparation isotopique à des températures cryogéniques. Les équipes du laboratoire national d'Oak Ridge décrivent des systèmes où les mélanges d'hélium sont refroidis en dessous de 3 Kelvin, de sorte que de très petites différences de pression de vapeur permettent un enrichissement étagé. Une usine lunaire comprimerait le flux gazeux, le ferait passer à travers des échangeurs et des séparateurs cryogéniques, et le ferait circuler avec des pompes à faible perte. Une alimentation électrique continue et une isolation thermique sont nécessaires. Des panneaux solaires avec stockage ou de petits réacteurs nucléaires peuvent fournir un approvisionnement stable. Ces conceptions doivent fonctionner pendant les longues nuits lunaires où les températures et la demande en énergie sont très variables. Le transport des matériaux est un autre défi. SpaceX a réduit les coûts de lancement en réutilisant le Falcon 9 et teste Starship pour les charges lourdes. Une chaîne d'approvisionnement lunaire pourrait charger les gaz raffinés dans des dewars et les concentrés minéraux dans des conteneurs, les acheminer sur des atterrisseurs de fret et les transférer vers un dépôt en orbite. Des étages de ravitaillement livreraient en orbite terrestre pour la rentrée ou la capture. Blue Origin développe l'atterrisseur de fret Blue Moon pour les opérations de surface. Ces systèmes logistiques constituent l'épine dorsale de toute économie minière, reliant les sites d'extraction aux destinations pour la recherche ou l'industrie. L'utilisation locale des produits peut améliorer la rentabilité économique. L'hélium-3 peut alimenter des sources de neutrons et de petits appareils de recherche. Les terres rares peuvent former des aimants permanents pour les moteurs et les actionneurs. Des chercheurs du MIT Lincoln Laboratory ont démontré la possibilité de substrats électroniques imprimés utilisant des simulants lunaires. Si les terres rares peuvent être alliées en pièces magnétiques ou optoélectroniques sur place, moins d'assemblages devront être expédiés de la Terre. Cela réduit la masse et permet des opérations plus longues. La fabrication locale est donc une stratégie centrale
pour parvenir à une activité lunaire durable et soutenir l'infrastructure d'exploration continue. Les coûts restent élevés. Les machines doivent survivre au vide, aux radiations et à la poussière, ce qui n'est pas une mince affaire. L'entretien exige des joints étanches et une conception modulaire, ce qui complique un peu les choses. Les analyses de Science Advance estiment de larges fourchettes pour les prix d'équilibre de l'hélium-3 et soulignent l'incertitude quant à la concentration et au rendement de traitement. Les teneurs en terres rares sont également inférieures à celles des minerais terrestres, ce qui ajoute une autre couche de défis. Mais les contrepoids incluent la valeur stratégique et la capacité à utiliser les sous-produits comme l'oxygène et les métaux localement. Ces productions secondaires contribuent à équilibrer l'économie en fournissant du propergol et des matériaux de construction, réduisant ainsi la dépendance aux chaînes d'approvisionnement coûteuses depuis la Terre. L'agence spatiale japonaise JAXA fait progresser l'accès de précision. Le Smart Lander for Investigating Moon a démontré un atterrissage ultra précis pour réduire la distance de déplacement. JAXA soutient également les foreuses compactes et les spectromètres de masse pour la détection des substances volatiles. Ces systèmes s'intègrent aux campagnes Artemis et de l'ESA. La précision est essentielle car elle réduit l'usure de l'équipement et la demande énergétique. Cela permet à des systèmes d'alimentation plus petits d'obtenir des résultats. Un accès efficace signifie que la prospection peut être réalisée avec moins de ressources, ce qui raccourcit les délais et réduit les coûts pour les premières usines qui tentent l'extraction intégrée de l'hélium-3 ou des terres rares. Le chauffage du régolithe pour la libération d'hélium-3 nécessite une planification énergétique minutieuse. Le centre aérospatial allemand a étudié des concentrateurs solaires qui suivent le soleil et concentrent la lumière dans des chambres de réacteurs. Des récepteurs revêtus de céramique absorbent la lumière et transfèrent la chaleur au régolithe en mouvement. Les essais avec des simulants confirment que la température cible peut être atteinte avec des tailles de miroirs pratiques. Les conceptions doivent tolérer la poussière et les cycles thermiques, ce qui représente un défi considérable. Les caractéristiques mécaniques comprennent des cardans, des boucliers et des radiateurs. Les fours à concentrateurs peuvent réduire la masse par rapport au chauffage électrique, ce qui en fait des options attrayantes pour les premières usines pilotes recherchant une performance éco-énergétique. La chimie des terres rares présente des défis uniques. Ces éléments sont dispersés à de faibles concentrations, donc les systèmes doivent traiter de grands volumes. La Colorado School of Mines a exploré les liquides ioniques comme extractants qui fonctionnent avec moins d'eau et peuvent être réglés pour sélectionner les ions. Les expériences avec des simulants sont prometteuses, bien que l'agrandissement nécessite des récipients résistants à la corrosion et une récupération en boucle fermée pour minimiser le réapprovisionnement. L'automatisation est essentielle, car le temps d'équipage est limité. Des capteurs robustes et des contrôles tolérants aux pannes seront nécessaires. Ces systèmes représentent la prochaine étape du travail en laboratoire avant le déploiement dans des environnements spatiaux. Le contrôle de la poussière est nécessaire pour la fiabilité. La poussière lunaire est coupante, chargée et abrasive. La NASA a testé des écrans électrostatiques qui éliminent la poussière des surfaces. Honeybee Robotics conçoit des outils d'excavation scellés et des convoyeurs fermés pour limiter l'intrusion de poussière. Les sas à vide au point de transfert peuvent aider à maintenir la propreté des zones de traitement. Chaque mesure ajoute de la masse, mais réduit les coûts de maintenance et les temps d'arrêt. Une atténuation efficace de la poussière est essentielle pour un fonctionnement sûr et de longue durée. Sans cela, la performance des équipements se dégraderait rapidement dans les conditions abrasives et adhésives uniques à l'environnement de la surface lunaire. Les délais sont divisés en court, moyen et long terme. Les travaux jusqu'en 2026 se concentreront principalement sur la cartographie, les foreuses et les fours, qui mesurent la consommation d'énergie et les rendements en gaz. La fin des années 2020 pourrait voir des usines pilotes chauffer des tonnes de régolithe et faire fonctionner des colonnes de séparation. Les années 2030 pourraient apporter des lignes industrielles si l'économie s'avère favorable. Pour l'hélium-3, les progrès dépendent de la technologie de fusion. Pour les terres rares, la demande existe déjà et l'avantage est clair. Chaque phase développe les capacités étape par étape, passant des expériences scientifiques à l'extraction des ressources avec des applications industrielles. L'investissement privé entre en scène
Lunar Resources Inc. aux États-Unis teste l'électrolyse du régolithe en fusion dans le cadre de subventions de la NASA. Des startups européennes collaborent avec l'ESA pour développer des usines à oxygène qui produisent également des métaux et des scories pour la séparation des terres rares. Ces initiatives complètent les programmes gouvernementaux en ciblant des technologies spécifiques. La combinaison des projets publics et privés réduit les risques et accélère le développement. Ce modèle permet aux entreprises d'intensifier la production de matériel et d'assurer des missions répétées. Une telle collaboration définira probablement le rythme du développement des ressources au cours de la prochaine décennie. La télédétection dirige les opérations. Le Lunar, reconnaissance orbitée, a cartographié les distributions de titane et de fer en utilisant des bandes spectrales. De futures missions avec des caméras hyperspectrales améliorées sont prévues avec des partenaires internationaux. Les équipes d'instruments de la JAXA construisent des capteurs compacts pour les petits atterrisseurs et les rovers. Une meilleure résolution spatiale relie les données orbitales à la vérité terrain et réduit l'incertitude. Cela améliore les chances que des usines pilotes soient construites sur un régolithe ayant la bonne chimie pour l'extraction. La télédétection guide donc la sélection efficace des sites et réduit les efforts gaspillés sur des terrains inadaptés ou de faible qualité. Les universités apportent de nouvelles idées. Des chercheurs de l'ETH Zurich étudient la séparation par plasma qui vaporise le régolithe et utilisent des champs électromagnétiques pour trier les ions. Bien que très énergivore, cette méthode pourrait contourner la chimie aqueuse et produire des flux élémentaires purs. Les avancées en matière de supraconducteurs et d'électronique de puissance plus efficace pourraient réduire le coût énergétique. La collaboration avec les installations de l'ESA et les laboratoires nationaux soutient les progrès dans ce domaine. Les bancs d'essai au sol qui simulent le vide et la température lunaire peuvent aider à évaluer la fiabilité. Les partenariats universitaires contribuent également à élargir l'éventail des concepts évalués, afin que les agences et les entreprises puissent sélectionner les plus prometteurs pour la mise à l'échelle. L'hélium 3 doit être considéré avec des attentes réalistes. ITER et d'autres projets de fusion majeurs se concentrent toujours sur le deutérium et le tritium, qui ont une base expérimentale beaucoup plus solide. Néanmoins, le développement de méthodes d'extraction et de stockage dès maintenant permet d'acquérir une expérience technique qui pourrait peut-être être appliquée plus tard. Les efforts concernant les terres rares, en revanche, ont des usages plus immédiats puisque les marchés existants ont besoin d'aimants et de catalyseurs. Un programme équilibré qui produit de l'oxygène, des métaux et de petites quantités de terres rares pour les composants peut démontrer des opérations durables. Une telle approche montre sa valeur avant même que la fusion à l'hélium 3 ne devienne réalisable. Le stockage de l'hélium 3 nécessite des réservoirs spécialisés. Le laboratoire national d'Oak Ridge a conçu des récipients cryogéniques avec une isolation multicouche et des vannes à faible fuite pour un confinement de longue durée. Sur la Lune, de tels réservoirs seraient placés dans des talus blindés près des usines de traitement et connectés à des lignes de transfert qui chargeraient les DORs sur les atterrisseurs. L'instrumentation suivrait la pression, le débit et l'inventaire. Toute perte est coûteuse étant donné l'effort d'extraction. Les procédures d'exploitation mettent vraiment l'accent sur le remplissage contrôlé, le refroidissement soigneux et les vérifications périodiques des stocks pour assurer un confinement sûr et une utilisation efficace des ressources en hélium 3. Les considérations stratégiques motivent de nombreux programmes. La Commission européenne a souligné l'importance de sécuriser les approvisionnements en terres rares pour l'énergie et l'informatique. La NASA et les agences partenaires ont structuré les accords Artemis pour établir des normes en matière d'activités responsables liées aux ressources. Les normes de partage de données et de gestion du trafic réduisent les risques. Les groupes industriels peuvent établir des interfaces communes pour le transfert de cargaison. Ces cadres contribuent à assurer la sécurité, tout en favorisant la concurrence et l'innovation. La planification stratégique au niveau national et international joue donc un rôle essentiel dans la manière dont l'extraction des ressources se développe. Les usines intégrées peuvent augmenter les rendements en valorisant chaque produit issu du procédé. Chauffer le régolithe pour obtenir de l'hélium 3 libère également des volatiles, produit de l'oxygène à partir des minéraux et laisse des scories qui contiennent des métaux. L'eau peut être décomposée en hydrogène et oxygène pour servir de carburant. Les métaux peuvent être coulés en poutres et en plaques.
Les terres rares peuvent être séparées pour fabriquer des aimants et des capteurs. Les chercheurs de l'Institut Max Planck pour la physique extraterrestre décrivent des schémas où les solides chauds, les gaz et les scories circulent entre les unités. Ainsi, les déchets d'un processus deviennent des matières premières pour un autre. L'intégration augmente l'efficacité et réduit les coûts. À mesure que de nouvelles missions s'envoleront, davantage de données guideront les stratégies en matière de ressources. La NASA, l'ESA, la JAXA et des fournisseurs privés déploieront des instruments et des systèmes robotiques qui relieront les études orbitales aux échantillons et aux usines pilotes. Les capacités progresseront des paillasses de laboratoire aux bancs d'essai lunaires et enfin aux lignes de production. La quête d'hélium 3 et de terres rares vise finalement à développer les compétences et l'équipement nécessaires pour utiliser les ressources extraterrestres. Ce travail soutient la présence humaine au-delà de la Terre, tout en améliorant l'accès aux matériaux essentiels pour l'énergie et l'électronique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.